Salut gang et bienvenue à On en parle en chien. Ici Jessica. Et moi, c'est Dominique. Et aujourd'hui, on a un épisode spécial. En fait, on a demandé sur nos pages Facebook respectives que les gens, en fait, le public, nous envoie des questions. Donc, une fois aux questions aujourd'hui. Puis c'est en collaboration avec la boutique Animaux, etc. d'Amos qui nous a offert généreusement un beau panier cadeau vraiment plein. Fait que dans le fond, parmi tous les gens qui ont envoyé une question, ben, on fait tirer le panier cadeau qui était originellement d'une valeur de 100$, mais mon boss a vraiment abusé. Fait qu'on a fait un giga panier cadeau. Fait qu'on jalouse. on va le déballer en live tantôt sur notre page Facebook. Là, vous autres, vous allez voir ça comme un peu trop tard là, pour participer, mais on va déballer ça en live sur nos pages Facebook tantôt puis faire tirer par la même occasion le panier cadeau. Donc, on a reçu 4 pages, en fait, pleines de questions. On va en sélectionner quelques-unes parce que définitivement, on ne pourra pas toutes les traiter. Il y a plusieurs thématiques qui reviennent aussi. Fait qu'on va comme toucher at large certaines thématiques aussi. Puis, si vous écoutez la foire aux questions avant d'écouter les autres épisodes, n'hésitez pas à venir vous référer aux épisodes antécédents, en fait, donc aux épisodes qu'on a fait avant, parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui se retrouvent dans la foire aux questions qu'on a déjà traitées dans un autre épisode. Oui, puis même dans les épisodes aussi, probablement plus tard. Futurs aussi. Oui, définitivement. Puis nous, on est déjà en préparation de la saison 2 dans nos têtes, là. Fait qu'on a déjà plein d'autres idées de thématiques grâce à vous autres. Donc, c'est sûr qu'il y a probablement des questions qui vont revenir dans les épisodes aussi, ou les saisons, évidemment, le futur. Ouais. On a choisi les questions qu'on a jugées qui étaient... Toutes les questions étaient pertinentes. Vraiment intéressantes. Le fun à jaser, mais on a vraiment ciblé des questions qu'on jugeait qui ne nécessitaient pas une intervention comportement canin spécifiquement pour le problème ciblé, dans le fond. Fait que, tu sais, tout ce qui est protection de ressources, agressivité, selon nous, c'est pas des choses que tu peux donner un quick fix au client. Tu sais, juste lui donner 3-4 trucs sur le fly puis faire, bon, ben va-t'en avec ça, parce qu'il y a d'autres trop grand danger, je trouve, pour la sécurité publique, là, personnellement. Fait que c'est pas des thématiques qu'on a tant que ça ciblées, mais c'est définitif qu'on va en parler aussi dans les prochains épisodes. Puis on en a traité un peu dans les épisodes antécédents aussi. Oui, puis comme on s'était dit, je pense que toutes les questions, on pourrait y passer une heure complète, ouais, un épisode complet. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est dur de pouvoir vraiment élaborer sur un sujet là, en particulier parce qu'on pourrait élaborer sur tout, là. Donc, c'est sûr qu'on voulait y aller avec quelques pistes de solutions. Donc, c'est sûr, y aller avec des sujets peut-être un peu moins complexes. Puis, il y a aussi beaucoup de questions qui reviennent aussi au niveau du jappement, au niveau un petit peu de la réactivité. Jouet interactif, ça revient beaucoup aussi. Oui, tout ce qui est enrichissement. Puis ça, bien évidemment, on en a parlé dans des épisodes. Donc, vous pourrez aller les consulter pour avoir plus d'informations sur le sujet. Puis, on voulait vraiment axer sur ce qu'on avait moins eu l'occasion peut-être de discuter là, dans les podcasts. Oui. Fait que dans le fond, on va le faire sous forme anonyme parce qu'on veut pas nécessairement cibler les gens en particulier si jamais votre question, en fait, était plus personnelle. Fait que, tu sais, sans nécessairement comme avoir l'air de porter un jugement. Fait que, tu sais, on va juste les nommer juste nommer les questions sans nommer la personne qui a posé la question aussi. Ouais. Donc, première question. Oui, avant qu'on commence, c'est ça, comme Dominique elle a dit, ben c'est ça. Nous, on va vraiment, que ça soit Georges qui a écrit la question, que ça soit Sarah ou peu importe le nom, ça serait la même réponse. Là, fait que prenez-le pas personnel pour ceux qui ont écrit la question si c'est évidemment tout dépendamment de ce qu'on conseille ou définitivement donne notre avis. Puis c'est évidemment sur notre avis personnel et professionnel. Là, mais ça veut pas dire qu'on a la science non plus infuse. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est des questions, pas de contexte, pas d'environnement. On connaît pas la race du chien, on connaît pas la personne non plus nécessairement qui a posé la question. On n'a pas les antécédents. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte qu'évidemment, tu sais, ça... Ça serait comme poser une question à un psychologue, genre pourquoi je fais de l'anxiété. Mais comme le psychologue, il y a comme une job en amont à faire avec toi avant de répondre à ta question sur le pourquoi tu fais de l'anxiété. Bon, c'est un peu le même principe avec nous qui sommes intervenantes en comportement canin. On est comme des psychologues de chiens, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est difficile de répondre comme à une question pas de contexte, mais on va tenter de répondre le mieux qu'on peut. Ben oui. Donc, première question, puis c'est une grosse question. On essaie d'en parler tantôt. Ah, on commence fort. Quels sont les 3 commandements de base les plus importants à apprendre à un chien? Donc, moi, je vais commencer. En fait, pour moi, le commandement de base le plus important, la commande de base la plus importante, c'est le rappel. Pour moi, ça, on est d'accord là-dessus, du moins pour la première. C'est ça. Quand mon chien arrive chez nous, qu'il soit adulte ou
bébés. J'ai plus élevé des chiens adultes que des chiens bébés. Honnêtement, je suis néophyte là, dans le domaine d'élever un chien à partir de 0. Moi, je fais du rescue dans la vie. Fait que souvent, quand je ramasse des chiens, le rappel, c'est la première chose que je travaille parce que de un, c'est tout le temps déficient. Fait qu'ils ont tout le temps de la misère à revenir. Puis de deux, c'est ce que je trouve qui tisse le mieux le lien de confiance entre toi et ton animal. Que ton animal te choisisse versus choisir n'importe quoi d'autre dans l'environnement. Fait que ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui, et puis question de sécurité aussi. Là. Fait qu'évidemment, clairement, quand on rappelle notre chien, souvent, c'est parce qu'on veut qu'il revienne, puis c'est automatique. Puis souvent, c'est parce qu'il y a une distraction extérieure, danger, que ce soit un autre etc. chien, une autre personne, un auto. Donc, toujours question de sécurité. On veut que l'animal, quand on lui demande un rappel, ça soit automatique. Puis évidemment, qu'il le fasse par plaisir, parce qu'il y a associé que c'est payant de revenir à nous. Définitivement. Mais question de sécurité aussi, évidemment. Fait que, ouais. Premier commandement, le rappel. Deuxième commandement, moi, personnellement, j'adore entraîner le touch avec mes chiens parce que, justement, comme je l'ai dit, je fais beaucoup de rescue. Donc, pour moi, le touch, c'est une sortie de situation. Fait que ça, c'est un truc que j'ai appris quand j'avais mon Teckle, ben, ma chienne, mon premier chien, ma chienne saucisse, qui était un chien vraiment réactif, autant aux chiens, aux humains, à courir après char, à courir après vélo. Était pas du monde, finalement. C'est un rescue. C'est un rescue. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, pour moi, le touch, ça me permettait de sortir de n'importe quelle situation sans que mon chien ait à prendre conscience de son environnement. Fait que vraiment, juste, tu touches ma main puis t'es récompensé à chaque fois que tu touches ma main. Il n'y a rien de plus facile puis d'efficace pour se sortir d'une situation problématique ou une situation qui pourrait mener à une réactivité ou une agressivité. Fait que pour moi, ça, c'est ma réponse, là. Oui, puis c'est super bon. Puis moi, ben, c'est sûr que le focus, pour moi, c'est très important parce qu'on veut vraiment que le chien associe de un, que de nous regarder, ça permet d'avoir accès aux stimulus ou en tout cas à la distraction. Fait que souvent, on a des chiens qu'on parle autant de réactivité, qu'on parle de marche en laisse, qu'on parle de tout ce que les gens veulent travailler au niveau de l'obéissance, quoi que ce soit. Bien, c'est sûr, si le chien n'a pas de focus, n'est pas capable de se rediriger vers toi, bien, c'est dur d'avoir son attention. Si c'est dur d'avoir son attention, c'est dur qu'il soit justement concentré puis qu'on obtienne le comportement qu'on désire. Donc, pour moi, le focus, c'est très important. Puis je veux que le chien apprenne que c'est payant justement de me regarder. Oui. C'est payant de focusser à moi. C'est la solution qui permet d'avoir accès à la distraction. Vraiment. Ouais, vraiment. C'est important pour moi. Là. Quand tu travailles beaucoup, mettons, en prémac, là, comme justement demander le focus pour que le chien puisse obtenir quelque chose, ben justement, c'est comme la base de la patente, là, finalement. La base de l'équation. Là. Au final, on va l'utiliser beaucoup dans des techniques, après ça, d'entraînement plus spécialisées. Là, clairement. Donc, clairement. Puis, mettons, tu auras à choisir une troisième. Ben là, c'est sûr que l'obéissance de base, c'est bon, mais quand je parle d'obéissance de base, là, c'est sûr j'englobe plusieurs comportements, fait que c'est dur d'en choisir un. Là, donc, on parle du assis, du coucher, etc. Mais sauf que, tu sais, ça, souvent, c'est des comportements à la base que le chien fait déjà. Tu n'as pas besoin d'y apprendre à s'asseoir, à se coucher. Ce que tu as besoin, c'est d'associer la commande à l'action. Mais tu sais, un chien, ça s'assoit déjà par lui-même, ça se couche par lui-même, tu sais. Fait que j'irais plus, moi, avec les autocontrôles à pratiquer, parce que c'est sûr que plus ton chien est capable de gérer face à une distraction X ou une situation X, bien, plus c'est facile, justement, qu'il ne monte pas en trop forte émotion, que ce soit en émotion de réactivité, de stress, de peur ou même juste de surexcitation parce qu'il est trop excité. Puis après ça, bien, c'est sûr que là, plus l'émotion est forte, plus c'est dur d'avoir un contrôle sur l'animal, de le faire redescendre. Puis pour moi, les autocontrôles, c'est important d'être capable aussi d'attendre l'autorisation puis tout ça, mais je veux pas tomber trop non plus dans la gestion de l'animal. Je veux quand même laisser une certaine liberté, mais je pense que les autocontrôles, quand même, que le chien apprenne à attendre un peu. Oui, capable de gérer dans l'attente. Gérer, oui. Ouais. Puis dans un même ordre d'idée, moi, je dirais le reste ou le attend. Ça, pour moi, je l'utilise à tous les jours. Là. Fait que, ça serait vraiment une des commandes que j'aime bien apprendre à mes chiens puis qui est quand même assez, justement, qui est quand même assez primordiale, mettons, au niveau de ma gestion au quotidien chez nous. Fait que, moi aussi. Mais tu sais, après ça, il y en a tellement. Puis comme on le dit, on va se le répéter, mais tu sais, dépendamment, c'est ça, de chaque situation, de chaque chien, de ce que la personne veut travailler avec le chien, bien, c'est sûr que là, même si nous, ce qui nous semble là, être plus important pour toi, justement, ben là, c'est tout ce qui est par rapport au touch, etc., ben c'est sûr qu'il y en a des fois qu'on va dire, hey, mets plus l'accent là-dessus parce que, pour travailler ce que tu as besoin, ben celui-là va vraiment être primordial, malgré qu'il reste primordial. Puis c'est sûr que moi, dans la base, avant même d'aller dans un entraînement trop poussé, c'est sûr que je vais toujours dire, ben il faut être, vraiment, justement, vraiment ce qu'on appelle un peu les motivations de base. Là. Fait que, tout ce qui est au niveau des techniques de motivation, tout ce qui est au niveau aussi, justement, un peu d'obéissance de base. De base, là, sans que ça soit vraiment poussé, mais quand même. Puis tout ce qui est au niveau, justement, des focus, autocontrôle, le touch, tout ce qui semble important. Fait que ça, je vais prioriser ça avant d'aller trop
dans de l'entraînement poussé. Là. Parce que si le chien n'a pas la base, ben c'est sûr qu'à un moment donné, c'est dur. C'est comme moi, si je sais pas dribbler au basket, tu me demandes de tout de suite... faire un lay-up, on est en marde. Ouais. De commencer avec la base, c'est sûr, c'est l'important. Puis souvent, ben, ça va juste nous permettre d'être en plus en réussite qu'on va aller dans des exercices plus poussés. Là. Clairement. Cool. Fait que, deuxième question. Quelle est la différence entre un chien anxieux et un chien qui fait de l'anxiété? C'est une question qui serait intéressante à définir pour un public plus grand, je pense. Question que peu savent différencier les deux. Ben pour moi, tu sais, un chien qui est anxieux, tu sais, ça vient souvent dans son tempérament aussi. Mais tu sais, comme on l'a mentionné, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Fait que, tu sais, bon, ben justement, tu sais, un peu son milieu de vie, sa génétique, ses parents... au niveau aussi de ses premiers mois de vie, bon, ben c'est quoi qui s'est passé aussi? Est-ce que s'il a manqué de socialisation, ces choses-là, ça peut avoir une incidence aussi. Ses antécédents, justement. Auparavant, s'il a vécu des situations de stress ou vraiment des traumatismes, bien évidemment, ça peut avoir une incidence. Mais un chien anxieux, souvent, ça va être, oui, un peu plus génétique, là, un peu comme une personne qui naît et qui est comme plus anxieuse dans son quotidien en général. Parce que de l'anxiété de séparation, pour moi, ça va vraiment plus s'acquérir avec souvent une mauvaise apprentissage au niveau des absences. Ouais. Mais encore là, comme je dis, c'est sûr, si ton chien déjà à la base a un tempérament anxieux, puis là, on pratique pas une bonne intégration aux absences de façon progressive et positive, bien là, c'est sûr que ça va avoir encore plus d'impact qu'un chien qui est peut-être... Qu'un chien qui est peut-être moins anxieux au niveau vraiment de sa génétique, qui a des bons parents qui sont pas anxieux, qui a eu des bons antécédents, qui vient d'un bon milieu, d'un bon élevage, qui a fait un bon travail de socialisation. C'est sûr qu'il va avoir aussi la capacité adaptative qui rentre en ligne de compte aussi. Un chien anxieux, souvent, c'est un chien qui a de la difficulté à s'adapter à une nouvelle situation. Fait que peu importe que ce soit qui est laissé tout seul ou que tu y fais rencontrer une nouvelle personne, des nouveaux stimulus, etc. C'est un chien qui, en général, ressent du stress, fait qu'un haut niveau de stress en lien avec plein de nouvelles affaires qui rentrent dans son environnement. Un chien qui fait de l'anxiété de séparation, pour moi, selon ma définition personnelle, un chien qui fait de l'anxiété de séparation, c'est pas un chien nécessairement qui va être stressé quand son maître part, ça va vraiment être un niveau supérieur. Fait que quand on parle comme d'anxiété de séparation, c'est vraiment quand le propriétaire part, souvent même le chien va être capable d'anticiper certains mouvements ou certaines actions que la personne pose avant de partir. Par exemple, l'exemple qu'on parlait tantôt, si tu te plaques les cheveux tous les jours de la semaine parce que tu t'en vas travailler, mais ton chien, peut-être que quand tu vas commencer à te défriser tes cheveux, il va déjà associer le fait que tu t'en vas. Tu taponnes tes clés, c'est sûr que tu t'en vas. Là, déjà, le niveau de stress augmente d'un cran. Après ça, quand on parle d'anxiété de séparation, souvent, il va y avoir des histoires de propreté là-dedans. Fait que la propreté qui est normalement acquise, qui n'est pas un problème pour ton chien, ça va devenir problématique parce qu'il est tellement stressé, le système digestif roule à 400 000 à l'heure. Il va des fois faire pipi, caca, mais en quantité phénoménale industrielle. Rocky, ici, là, il est toujours avec moi parce que, justement, lui, c'est ça son problème. Il fait de l'anxiété de séparation, mais pour vrai, il peut me faire 15 crottes. 15 crottes là, quand je suis pas là. C'est vraiment, c'est over the top, c'est démesuré. Il est pas propre dans la maison. Souvent, c'est des chiens qui vont être portés à se blesser pour sortir de la situation. Fait que pour eux autres, c'est tellement une situation d'urgence, de panique, qu'ils veulent sortir de la situation. À tout prix, ouais. Il faut qu'ils sortent de la maison. Faut qu'ils sortent de là. Faut que, tu sais, ça devient vraiment... Pareil comme si tu étais dans un char en feu, puis il fallait que tu sortes de là. Fait qu'ils vont se faire mal, ils vont détruire vraiment à l'extrême, ils peuvent démonter des cages au complet. J'ai déjà vu des chiens qui viraient une cage de bord pour sortir par le top, par le fond de la cage, dans le fond, parce que les grilles sont plus larges. Tu sais, il y a vraiment comme des cas extrêmes d'anxiété de séparation, des chiens qui... Des plaies de léchage. Des plaies de léchage. Des chiens qui vont se manger le bout de la queue. Moi, mon Jack Russell, avant, je travaille ça. Oui. C'est ça qu'il faisait. Oui, des chiens qui se font vraiment des grosses plaies au niveau des pattes. Du grattage excessif aussi. Ouais. Fait que ça peut en faire partie. Fait que ça, c'est un protocole de désensibilisation, oui, avant l'absence, mais aussi pendant l'absence. Fait que, tu sais, on parle vraiment comme de 2 degrés. On parle de l'anxiété, qui est généralement le chien est stressé, puis de l'anxiété de séparation, qui est généralement... Ben, en fait, en tout temps, il est stressé quand sa personne de référence s'en va. Ouais. Puis même, il anticipe la personne qui s'en va. Oui, il anticipe toutes les
comme tu l'as dit, les situations où, justement, qui apportent l'absence. C'est ça. Ça peut être quand tu portes ton auto, ça peut être quand tu mets ton manteau, ça peut être quand, justement, si tu te fais les cheveux juste au fer, quand que tu t'en vas, travailles, le moment donné, associé. Oh, OK, elle commence à s'en aller, que le stress commence à monter. Puis à un moment donné aussi, c'est tous ces facteurs de stress-là qui apportent, après ça, le chien qui est vraiment dans un stress intense. Puis là, il y a de la difficulté à gérer aussi. Oui, un genre de cumul de stresseurs qui fait en sorte que là, quand tu t'en vas, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase aussi. Pour ça, moi, je dis souvent, il faut travailler, oui, en amont de l'absence, mais il faut vraiment travailler aussi le fait de tout désensibiliser ces situations de stress-là. Oui. Parce qu'il n'y a pas juste l'absence, c'est rendu qui est un stresseur. Il y a vraiment toutes les autres. Toutes les choses que tu fais avant de partir qui deviennent un stresseur au point où là, ton chien, il pète sa couche. C'est plus le fun, là, pantoute pour lui. Là. C'est plate, là, quand tu penses à ton chien, qu'il passe en plus 8 heures là-dedans dans un état de stress intense à ce point-là. Ouais. Ça varie d'un chien à l'autre. C'est pas parce qu'il fait l'anxiété de séparation qu'il va à tout prix, que ça soit qu'il va tout débattre et sortir de là. Il y en a qui en font, mais à certains aussi degrés plus bas. Mais dans tous les degrés, ça reste que c'est plate de se dire que ton animal passe peut-être 7-8 heures, que ce soit dans une cage ou même juste dans une pièce ou dans la maison, mais qui pendant ces 7-8 heures-là, il est vraiment pas bien. Dans un état de mal-être. Oui, vraiment, vraiment. Puis, c'est difficile à travailler parce que là, on travaille vraiment avec des émotions. Les comportements viennent tous de l'émotion, d'anxiété, de stress. Fait que c'est encore plus difficile, évidemment, à travailler que si on travaille vraiment juste un comportement en tant que tel qui a été renforcé à cause, dans le but d'obtenir, exemple, quoi que ce soit. Exactement. Là, il travaille dans le but d'éviter, mais c'est comme un peu inévitable. Parce que tout le monde travaille. Il n'y a pas de porte de sortie un peu. Oui, c'est ça. Peu importe ce qu'il essaie, il va quand même être pogné là, puis stressé. Oui, c'est ça. Ça, c'est important de travailler, de ne pas attendre que votre chien monte. Souvent, les gens vont attendre quand le chien s'est rendu ça, qu'il se fait des plaies, que c'est rendu même quasiment dangereux pour lui. Avant de consulter, oui. Parce que rendu dans cet état-là, à un moment donné, même nous, avec les techniques qu'on a, ça reste que c'est vraiment un travail sur un long terme. Puis, comme on s'en était parlé, à un moment donné, c'est parce qu'il arrive, c'est qu'on peut le travailler. Il faut que tu le travailles en désensibilisation, souvent progressive, positive. On commence avec des petites absences vraiment minimes pour faire comprendre aux chiens que finalement, l'absence annonce des bonnes choses. Puis, garde, au contraire, tu gagnes quand que tu t'en vas. Tu perds pas juste ton humain. Sauf que, tu sais, après ça, si la personne, comme on disait, elle travaille après ça 3 jours plus tard, du lundi au vendredi, de 8 à 5, bien, tu auras beau mettre tout le temps que tu veux. Si tu pars après ça 8 heures de temps, bien, tu défais tout ce que tu vas avoir mis en pratique. Exactement. C'est ça. Ça demande... Fait que c'est tout le temps mieux de travailler avant que le problème de comportement se développe, à ce que ton chien apprécie être tout seul. Tu donnais l'exemple tantôt, quand tu vas dans la douche. Est-ce que ton chien il est juste collé sur le bord de la douche, la face dans le rideau, ou comme il est capable d'être genre dans le salon mollo puis de bouger ton truc? Fait que tu il me suit partout. T'sais, souvent, les gens vont me dire ça, mes clients. Il me suit partout, même il veut quasiment, je vais aux toilettes, puis il me suit, puis quasiment il m'embête dessus, mais c'est cute, il peut pas me lâcher, sauf que des fois, ça peut comme aussi un peu prédire que ton chien, à un moment donné, s'il est pas capable d'être... C'est de la grosse détresse. De te laisser juste aller chercher un mouchoir à la salle de bain ou aller aux toilettes, ben c'est parce qu'à un moment donné, imagine quand il est vraiment seul, puis que là, il peut pas se référer à toi, là, il peut te suivre jusque dans la salle de bain, fait que c'est ce qui fait qu'il ne monte pas en stress, puis finalement, il reproduit pas des comportements d'anxiété de séparation, mais là, quand après ça, il est tout seul, tu sais... Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ça devient pas mal plus intense pour lui. Là. C'est sûr que ça se travaille vraiment, comme on l'a dit, là, juste l'anxiété de séparation, on pourrait passer 1 heure, puis même encore, on n'aurait pas tout dit le stock qu'on pourrait dire à nos clients, là, mais c'est important de consulter. Mais en gros, l'important, c'est de changer l'émotion que le chien associe, que finalement, c'est payant quand que mon propriétaire s'en va, tu sais. Au contraire, oui, je perds lui, mais je gagne mon jouet préféré, je gagne de la nourriture, je gagne de la liberté, je gagne du jeu, je gagne mon os préféré, je gagne... Tu sais, fait qu'au final, on va venir comme un peu équilibrer le fait que... C'est ça, ça ne pourra jamais être que juste payant, mais... Puis ça se fait vraiment par des petites associations au quotidien, mais le chien qui apprenne aussi que prendre la distance à nous, étrangement, d'habitude, c'est plus le contraire qu'on veut, mais... c'est payant aussi que... Puis pas renforcer les comportements tout le temps, que quand le chien veut de l'attention, puis vient la chercher immédiatement, puis veut tout le temps être à côté de nous. Il donne tout le temps, parce qu'après ça, quand t'es pas là, tu pourras pas y offrir. Oui, définitivement. T'sais? Définitivement. Prochaine question. Lors de l'accueil d'un chiot, doit-on commencer la socialisation le plus tôt possible et intensément ou y aller progressivement? Genre, on le traîne partout en bas âge pour l'exposer au plus de choses possibles ou on y va tranquillement? Il me semble y avoir 2 écoles de pensée là-dessus. Ouais. Est-ce que tu veux...
Ben, tu sais, comme on en a parlé, je pense que sans aller trop brief, parce que maintenant, une situation peut être vraiment différente d'un chien à l'autre, puis c'est vraiment justement d'y aller avec la capacité adaptative de notre animal. Donc, tu sais, vous êtes les mieux placés vous êtes la personne la mieux placée qui connaît son animal. T'sais, vous êtes 24/24 quasiment avec. Là. Fait que moi, c'est tout le temps que j'aime à mes clients. Fait que vous savez comment qui est. Ben, c'est d'y aller vraiment de façon progressive puis de personnaliser un peu l'apprentissage à son chien puis de l'adapter. Fait que, ouais. Mais c'est sûr, c'est toujours mieux d'y aller, comme tu disais, vers des expériences. T'sais, c'est mieux moins, mais que ce soit de meilleure qualité, qu'à un moment donné, de l'amener partout. Mais que parce ça soit qu'on tout se dit, le temps moyen. on va l'amener partout avec nous autres, il va s'habituer, il va se saisir, il va tout voir. Mais qu'au final, à chaque fois, comme la situation est correcte pour lui, mais sans plus, tu sais. C'est ça. Tu sais, t'es mieux de l'amener avec 4 de tes amis qui ont des chiens sociaux, qui ont du fun ensemble, que de l'amener au parc à chiens, mettons. T'es mieux de l'amener avec 4 de tes amis qui ont des chiens sociaux que de l'amener dans un party de famille puis que tu le sais que mon oncle X ou ma tante Y aime pas les chiens puis qu'il y a des chances qu'il arrive un accident. T'es mieux de le désensibiliser avec une petite quantité d'enfants ou sensiblement toujours les mêmes enfants ou toujours dans les mêmes contextes qui vont toujours être positifs versus l'amener dans une garderie puis laisser les enfants taponner après comme sans gérer. Fait que, tu sais, ta socialisation, c'est un peu comme... ton quotidien avec ton chien, au final, il faut que tu t'assures que tu l'amènes dans un environnement qui est contrôlé, que tu l'amènes dans un environnement qui est positif, puis pour qu'il puisse être capable de bien s'adapter par la suite. Fait que less is more, dans le sens que t'es pas obligé de l'amener partout 100% du temps parce que, justement, il y a des chances qu'il développe de l'anxiété ou de l'anxiété de séparation rendue là. Mais si tu l'amènes, mettons, 2 fois semaine au bureau, puis que les 2 fois semaine au bureau, c'est vraiment nice, genre la plus belle journée de toute son existence, ben là, tu gagnes définitivement des points au niveau de ta socialisation. Fait que moins de socialisation, mais plus de positif, je pense. Ça va être comme ça ma réponse. Puis je pense que, tu sais, au niveau aussi de la durée, ça va avoir une importance parce que, tu sais, si c'est full payant au bureau, tu l'amènes 2 fois semaine, mais il passe un année peut-être 8 heures là, puis à la fin, c'était full payant, mais un année commence à être tanné, puis à trouver le temps long, ben ça finit qu'un année, la journée, il se rappelle juste que le temps était long, puis j'avais hâte de revenir à la maison. C'est mieux de l'amener 2 avant-midi par semaine, au final, parce qu'un chiot, faut pas oublier que ça a besoin d'entre 18 et 20 heures de sommeil par jour. Fait que oui, un chiot, ça a de l'énergie, mais souvent, c'est vraiment énergique par surexcitation, beaucoup plus que parce que c'est énergique pour vrai. Puis des up and down, il va avoir beaucoup de jus, il dort, beaucoup de jus, il dort, beaucoup de jus, il dort. Tu sais, souvent, les gens, ce qu'ils vont me dire, mettons, quand ils me parlent de leur bébé chien, c'est « Ah là, il était fou, là, un zoomies, puis d'un coup, paf, il tombe endormi, là, de même, là. » Mais ça, c'est parce que le zoomies d'avant, ça laissait présager le fait que ton chien était déjà vraiment fatigué. Fait que, tu sais, trop de socialisation, puis d'amener ton chiot dans une zone où il est vraiment too much, c'est pas mieux non plus. Vraiment comme être capable de gérer autant... L'équilibre. Oui, c'est ça, l'équilibre. Comme on parlait un petit peu dans nos épisodes antécédents, privation, saturation, essayer de se tenir un peu là, dans le milieu au niveau de tout ce qui est socialisation. T'sais, on veut pas priver notre chien de socialisation parce que là, il va développer des manquements, donc des peurs reliées à ça. Mais si on va trop dans une saturation, à un moment donné, ben, peut-être que c'est ça. Ça va être trop. Puis même si c'était payant au début, ben, ça devient moins. C'est ça. Définitivement. Moins intéressant. Puis ou des fois, tu vas venir à plus aimer ça. Puis là, ben, ça devient problématique, même si au début, c'était le fun. Oui, clairement. Puis, tu sais, essayez de miser sur les choses que votre chien a plus de difficultés avec ça. Genre, par exemple, mettons, embarquer dans l'auto. Bon, ben ça fait aussi partie de la socialisation, dans le sens que ça fait partie d'une forme d'habituation. Si ton chien a de la difficulté à rentrer dans l'auto, ben mise vraiment sur, tu sais, justement, on embarque dans le char, c'est le fun. On débarque du char, c'est le fun. On fait des jeux autour du char pour comme l'habituer à ça. Puis tranquillement, pas vite, ça va devenir de plus en plus positif. Ben oui. Fait que, tu sais, vraiment, des associations positives, ça fait aussi partie de la socialisation. Ouais. D'où l'importance, là, on parlait de nos termes aussi, mais y aller plus en habituation progressive que d'y aller en immersion aussi. Au lieu de le mettre dans le char, puis let's go, on y va pour la première ride. Puis vomit, c'est pas grave. C'est ça, ça peut être, bon, ben t'embarques, c'est une petite gâterie ou un jeu, on joue dans l'auto, tu débarques, c'est plus payant. Mais t'embarques, fait que là, Mané, quand il va à l'auto, puis il va embarquer dedans, parce que, il a associé que quand j'embarque là-dedans, on va jouer ou va avoir ma petite gâterie. Mais là, on peut le laisser jouer plus longtemps dans l'auto. Ou, il donne un os, la porte ouverte, s'il veut sortir un peu comme la cage, il peut, mais. Si tu rentres, c'est repayant, par exemple. Fait que, comme Annie, il a le désir de vouloir rester là plus longtemps, bien évidemment. Puis comme on l'a dit, c'est sûr qu'il y a certaines situations où on n'a pas le choix, là, que le chien, il faut y aller.
exemple, sur ce moment le chien est comme pas habitué, puis là, il est malade, il faut aller au vétérinaire. C'est sûr qu'à un moment donné, ouais, c'est il y a toujours aussi la corrélation de, ben là, c'est sûr que pour l'animal, c'est mieux qu'on l'apporte tout de suite, même si ça va être plus stressant, l'auto, puis qu'il n'en a jamais fait. Là, c'est parce que sa survie ou sa santé en dépend. Là, il y a toujours... Le point de vue éthique aussi, là. Ouais, on ne se le cachera pas, là. Est-ce qu'on devrait avoir un sentiment de confiance que tout ce qu'il y a de consommable pour un chien dans une animalerie est safe? Je dirais non. Non, définitivement pas. Il y a des animaleries qui vendent encore de la babiche. Il y a des animaleries qui vendent encore des os cuits. Ce que moi, personnellement, je ne recommande pas parce que ça peut faire des éclats. Des éclisses, oui, exactement. Je te dirais... à cette question-là, je répondrais, c'est important d'avoir un lien de confiance avec ton animalerie au même titre que tu as un lien de confiance avec ton vétérinaire ou la personne qui promène ton chien ou la personne qui est ton intervenante en comportement canin. Fait que, tu sais, ta conseillère en animalerie que tu vas voir tout le temps puis à qui tu te sens à l'aise de poser les bonnes questions puis de vraiment lui poser la question si c'est safe ou pas, c'est à elle que tu devrais te référer. Parce que veux pas, dans la plupart des animaleries, les gens qui sont conseillés n'ont pas reçu de formation nécessairement sur la nutrition, n'ont pas reçu nécessairement de formation sur les récompenses à donner, quoi privilégier, les problèmes de santé, etc. Fait que, tu sais, c'est important de choisir ton animalerie au même titre que tu choisis ton vétérinaire ou que tu choisis ton intervenant en comportement canin pour ses compétences puis pour sa ligne de pensée générale. Ouais. Fait que, tu sais, ce qui est à éviter en animalerie, toujours les os cuits, la babiche. Tu sais, les chokers, on en vend encore en animalerie, c'est pas safe. Tu sais, c'est des genres de choses que sont sur le plancher parce que les gens en demandent. Tu sais, tu peux pas à 100% retirer tout ce que, selon toi, n'est pas safe parce que les gens t'en demandent. Ça dépend toujours de ta ligne de pensée aussi quand tu es propriétaire d'une animalerie. Perso, ayant été propriétaire d'une boutique pour chiens, tu sais, moi, j'en vendais pas de la babiche. Moi, j'en vendais pas des colliers électriques. Moi, j'en vendais pas des chokers. Mais ça, c'était vraiment une ligne de pensée. Puis le nombre de fois par semaine que je m'en faisais demander, parce que j'étais pas au profit, nécessairement. Je me disais pas, je vais vendre un choker, je vais me faire 15$ dessus. Pour moi, c'était plus important la sécurité de l'animal que ce que ça me rapportait de vendre ce produit-là. Ouais. Puis je pense que, tu sais, rendu là, c'est pas toutes les aussi, animaleries qui sont de même, tu sais. C'est ça. Puis rendu là, je pense qu'aussi, il va y avoir une utilisation bienfaisante dans le sens que, tu sais, même un collier plat à la base, c'est sûr que tu laissais à ton chien, exemple, durant tes absences, ça se pourrait là, qu'à un moment donné, il se passe la patte puis qu'il meurt, là, étranglé ou que, tu sais, il reste pris souvent les petits colliers avec avec les médailles. Ben moi, exemple, mais j'étais là, parce que moi, je dis toujours à mes clients de ne jamais laisser un collier durant nos absences. Mais exemple, là, mon chien, j'étais présente, j'avais laissé le collier. Puis, tu sais, les petites trappes d'air, là, pour le chauffage. Oui. Là. Ben, tu sais, justement, moi, mon teckel, c'était mon Jack Russell, ben, lui, il met ça tout à la chaleur. Fait qu'il se mettait tout le temps par-dessus la trappe. Fait que, ben, tu sais, il avait passé, il s'était juste couché sur la trappe. Puis, évidemment, ben, la médaille avait passé dans la trappe, sauf qu'elle avait comme viré. Fait que, tu sais, quand il avait essayé de se relever, ben, il était coincé là, mais tu sais, j'étais là. Fait que c'est quoi ça? J'ai réussi à l'enlever, mais tu sais, pas avoir été là, je sais pas. T'sais. Ça aurait été dramatique, là. Ouais, ça aurait pu. Comme ça peut-être qu'en force de tirer, ça l'aurait juste. La médaille serait comme tassée puis aurait sorti, mais. C'est tout ça pour dire que n'importe quel outil, c'est sûr que mal utilisé ou dans certaines circonstances, tu sais, il n'y a pas de risque zéro non plus. Là. Tu peux prendre, exemple, là, ce qui est super sécuritaire. J'ai déjà vu des chiens travailler, que moi, je donne des sabots de buffle, même durant mes absences, puis j'ai zéro stress. Mais j'ai déjà vu des chiens, ils gruchent ça, la tête à l'envers, puis tu sais, qui pourraient quasiment s'étouffer puis l'avaler tout cru, là. Ouais. Fait que, tu sais, Mané, je veux dire, ton chien peut prendre une gorgée d'eau, puis comme nous, je peux prendre ma gorgée, m'étouffer avec, puis mourir, là. Fait que je veux dire, il n'y a pas de risque zéro dans rien, ça, c'est sûr, mais il y a quand même certains outils, tu sais, qu'il y a quand même moins de risques au niveau de la balance. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des choses à privilégier, puis définitivement, ton conseiller en animalerie est supposé être capable de te donner des bons conseils par rapport à ton animal puis ses spécificités. Autant que moi, je pourrais conseiller un os cru à ton animal, puis là, le lendemain, tu me reviendrais puis tu me dirais, il y a eu la diarrhée partout, ça a été terrible toute la nuit, il a vraiment pas, genre, bien filé. Mais pour moi, c'est safe, un os cru, là. Pour mes chiens, ils en mangent tellement tout le temps que pour moi, c'est safe, un os cru, mais ça veut pas dire que pour ton chien, c'est chill. Fait que, tu sais, non, faut pas se fier que tout ce qui est en animalerie, c'est safe à consommer, mais il y a aussi comme la particularité de chaque animal qui est à prendre en considération. La bonne utilisation aussi. Je veux dire, là, je pense au foie, le foie séché. Là. Ben, c'est super bon, c'est super sécuritaire dans le sens que c'est du foie séché, c'est ça l'ingrédient, là, c'est du foie séché à froid, mais sauf que à trop grande quantité, ça peut même causer des chocs chez l'animal. Souvent, ça, le monde ne savent pas nécessairement, mais
Fait que, je veux dire, il y a toujours la bonne utilisation aussi. Là. Je veux dire, c'est sûr que là, si ton chien n'a jamais mangé, puis là, tu en donnes un gros de même au complet, ben c'est comme moi, si j'ai jamais mangé de bleuet, puis je mange le corso, ça se peut, moi aussi, j'ai mal à l'estomac. Oui, définitivement. Il y a les allergies aussi. Là. Moi, je mange du beurre de pinot, puis ça va super bien, mais quelqu'un qui a une allergie au beurre de pinot, elle peut mourir. Là. Je veux dire, il y a toujours aussi, comme au début, si vous ne l'avez jamais donné, d'y aller progressivement, de le donner qu'on est là, de voir comment que le chien travaille avec l'outil, tu sais. S'il essaie d'avaler ça tout rond puis manger la tête à l'envers, c'est sûr, c'est peut-être pas l'idéal de donner durant vos absences. Il y a des chiens qui n'ont aucun réflexe de survie dans la vie. C'est complètement ridicule. Hey, il y a des chiens qui vont manger des bas, n'importe quoi. Là, moi, je laisse ça chez nous. J'ai zéro stress, mais j'en ai plein de mes clients qui mangent des bas, des serviettes quasiment complètes. Ah, hein, des chiens qui avalent des fromages de yak, là, des giga fromages de yak, là, de genre 30 grammes au complet. Là, d'une traite, là, genre, ben oui, t'es malade après, bravo, tu sais, mais comme... C'est ça, il n'y a rien qui est safe à 100 le risque zéro, ça n'existe jamais. Fait. D'où l'importance de vous connaissez votre animal, vous savez comment il est, ben, de l'adapter. Oui, vraiment. Vraiment. Comment bien utiliser une cage? La bonne utilisation de la cage, ça commence premièrement par une désensibilisation progressive. Pour moi, la cage à la maison, ça devrait toujours être un lieu de réconfort, un lieu sécuritaire où mon chien peut se coucher, aller gruger ses cossins. Quand il est tanné, genre d'être en contact avec d'autres chiens, ben il peut aller dans sa cage, il n'y a pas de problème avec ça. Ça devrait être un lieu qui est toujours comme accessible, puis dans lequel le chien se sent sécuritaire. Ouais. Un peu comme, tu sais, toi, ton lit, mettons. Ouais. Comme... Dans ta maison, t'es safe, là, c'est sûr. Moi, c'est important pour moi, tu sais, rapidement, parce que même chose, au niveau de la cage, on pourrait passer une heure complète, puis même encore plus, juste sur l'habituation progressive, ou c'est une émotion déjà comme négative qui en ressort, une désensibilisation progressive. Mais ce qui est important, c'est vraiment, moi, ce que je dis à mes clients, c'est jamais on chicane le chien dans sa cage. Mettons, ça reste toujours un lieu, justement, comme tu l'as mentionné, positif. De deux, ben c'est ça, c'est pas genre je le mets là-dedans puis il va s'habituer. Là, on travaille pas en immersion. Fait que c'est vraiment, au début, je dis même, tu mets l'eau là, le bol, la porte ouverte. Puis il faut que la cage soit dans l'environnement principal. Là. C'est sûr que souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est que, mettons, la cage, elle va être dans le sous-sol. Puis le chien, tu sais, vous allez jamais dans le sous-sol, sauf quand c'est le temps de s'en aller puis que là, tu le fous là. Ben c'est sûr que le chien, tu sais, s'il va jamais là de nature dans son quotidien, ça ne tentera pas d'aller là, qu'il va jamais. Pas assez positivement. Il faut que tu mettes la cage, exemple, vraiment dans le salon ou dans la cuisine, un endroit où vraiment dans les pièces prioritaires où vous allez souvent, où vous êtes comme 90 du temps quand vous êtes là. Puis là, après ça, moi, souvent, je dis, bon, ben moi, j'enlève tous les coussins, tout ce qui est confortable, puis je le laisse dans la cage. Fait que, tu sais, si le chien, il aime ça, ben c'est là qu'il va aller parce qu'il n'y a pas d'autre place. Et moi, Milo, quand je voulais l'habituer au début, puis que lui, il était déjà habitué aux coussins, ces choses-là, puis il n'était pas habitué aux cages, puis il n'aimait vraiment pas ça. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il n'avait jamais été dans une cage, mais il n'aimait pas ça. Ben, tu sais, j'avais tout enlevé, puis j'avais mis le coussin, l'eau là, mais la porte ouverte. Fait que, à un moment donné, il cherchait une place. À un moment donné, le coussin que t'aimes full, il est dans la cage. Fait pas eu trop le choix, là, il allait, mais au moins, il était pas à l'aise, il pouvait se retirer. Mais à chaque fois qu'il est dans la cage, hey, c'est le fun. Il y a mon coussin qui est moelleux, finalement, c'est le fun d'y aller. Il y a l'eau, il se sent pas coincé vu qu'il peut ressortir. Ton enrichissement, tu peux le mettre dans la cage. Ton tapis de lèche, tu peux le mettre dans la cage. Son os, au pire, il peut le prendre puis sortir. Moi, je dis, tu l'obliges pas à le manger là. Mais au moins, à chaque fois qu'il y va, il trouve de quoi de payant. Oui. Puis je disais souvent, rajoute 2-3 croquettes de nourriture. Oui. T'sais. Fait qu'à un moment donné, il va, il en mange. Ah, hey, il y a encore de quoi de le fun. Fait que, ça l'incite. Hey, aller voir dans la cage. Il y a peut-être de quoi encore de le fun. Puis, justement, ça rend la cage positive. Oui, clairement. Puis, évidemment, ben là, il y a les travails d'habituation ou de désensibilisation progressive là, qu'on fait. Tu sais, les règles de sécurité avec la cage, c'est pas de collier plat dans la cage. Ouais. Jamais. Fait que quand tu pars... Pas de harnais, pas rien de ça, vraiment chien tout nu. Ouais. Idéalement, un fond à ta cage parce que tu veux pas que ton chien se blesse au niveau des pattes. Troisième chose, il faut que ton chien soit capable de se lever sans avoir la tête penchée. Oui, une cage quand même, un minimum. Déjà, tu sais, la cage... C'est correct, c'est restrictif. Fait en tant que tel, il faut que ton chien soit capable de se coucher dedans. Il faut qu'il soit capable de se lever sans avoir la tête penchée. Qu'il soit capable d'être confortable dans sa cage. Fait que si soit capable de se tourner. Exactement. Qu'il soit capable de se tourner, exactement. Ça, s'il y a de la misère, il n'arrive même pas à se tourner. Il est assis de même, il faut qu'il soit le cou penché comme ça. Puis il n'y a pas le choix d'être toujours couché. Mané, ça
sais, le chien va, c'est comme toi, là, tu vas devenir ankylosé, puis t'as beau avoir ton os, ton bol d'eau, ta nourriture, puis j'ai beau la travailler en habituation ou en désensibilisation progressive, puis qu'elle soit full payante. Mais ça, après ça, il passe 8 heures là, puis il est pas capable de se virer, puis il devient tout ankylosé. Ben j'ai beau avoir tout ce que j'aime, puis avoir, mettons, 500 000 $ dans le cage. Si je suis pognée là, puis j'ai mal partout, ben tu vas dire, voyons, je donne ce que vous me dites, les renforcements possibles. Ben c'est parce que, tu sais, au niveau de santé, du bien-être, l'animal est pas bien. Fait que t'auras beau lui donner tout ce que tu veux, ça reste qu'au final, ben il est pas bien. Là, fait que ça sera jamais payant. Là, il y a aussi des genres de petits enclos maintenant qui se vendent, qui s'attachent après la cage, qui sont quand même d'une bonne hauteur. Fait que si c'est un chien qui est pas trop grand, genre mettons pas un danois, là, comme tu peux acheter on appelle ça un playpen ou un X-pen, qui vient vraiment s'attacher après ta cage pour pouvoir y laisser un petit peu plus de liberté si t'es pas encore à l'aise de le laisser loose dans la maison parce que, bon, exemple, il est pas propre ou il démolit ou, tu sais, fait que ça lui donne un petit peu d'espace pour être capable de, comme, tu sais, chiller, choisir où est-ce qu'il se couche. Tu sais, des fois, dans la cage, il fait chaud parce que t'as mis, genre, peut-être un petit drap par-dessus. Fait que, tu sais, il peut sortir, il peut, genre, se coucher ailleurs, pas se coucher sur la céramique s'il veut, tu sais, comme se rafraîchir. Fait que, tu sais, ça peut être un bel ajout au niveau de ta cage si ton chien, c'est pas un tripeux de petits espaces clos, tu sais. Ah, ou si t'as un petit chien ou mettons un chien qui n'a pas tendance à sauter comme les miens, ben il y a des enclos aussi, un peu style de bébé. Comme moi, j'ai vraiment une grosse enclos clôture. Fait que ça se referme toute sur elle-même. Elle devient à peu près large de même, longue comme ça. Fait que ça se sert bien dans une armoire. Puis après ça, elle s'ouvre, puis ça fait quasiment, pour vrai, minimum un 5 à 10 mètres là, de... Fait qu'autant je peux délimiter sinon un certain espace, exemple juste l'entrée, ou juste la moitié, exemple la cuisine, ou je peux la mettre vraiment en enclos. Fait que c'est sûr que c'est encore mieux, tant qu'à moi, qu'une cage. Justement, pendant qu'on parle de cage... on entend souvent, genre, est-ce que vous êtes pour ou contre la cage? Toi, c'est quoi tu dirais? Personnellement, c'est un outil que j'utilise à tous les jours. Vu que j'ai une maison multi-chiens, ben pour moi, c'est vraiment comme l'outil dans lequel j'envoie mes chiens manger. Fait que comme ça, j'ai pas de gestion d'environnement à faire au niveau, mettons, de mes chiens ou de la protection de ressources parce que j'ai différents chiens avec différents problèmes de comportement ou différentes particularités. Fait que moi, la nourriture, c'est dans la cage, les os, c'est dans la cage. Même principe, mettons, quand je donne des sabots farcis ou des choses de grande valeur, ça va toujours être dans la cage. Fait que pour moi, c'est un outil de gestion numéro 1, mais pas tous mes chiens sont en cage parce que c'est pas tous mes chiens qui aiment être en cage. Puis j'ai certains chiens qui détestent tellement être en cage, qui démolissent les cages. Fait qu'à ce moment-là, moi, je suis venue délimiter, mettons, mes zones où mes chiens ont le droit d'aller quand je suis pas là. Fait que oui, pour certains chiens, non pour certains chiens. Ça va être ça ma réponse. Ouais. Toi? Ben moi, c'est un peu la même chose. T'sais, moi, je suis vraiment dans comme je pourrais dire toujours le milieu, dans le sens que, comme je l'ai mentionné puis je le rementionne, chaque outil, tu sais, peut vraiment avoir ses avantages et ses désavantages. Fait que, tu sais, la cage, moi, je suis vraiment pour, mais c'est ça, quand il faut que, justement, qu'il y ait un travail d'habituation puis tout ça au travers de ça, puis que le chien se sente à l'aise là-dedans, puis que, tu sais, une cage avec moindrement un espace. C'est sûr que même si, tu sais, il peut se revirer, puis il peut se lever, puis il est correct, mais que, t'sais, ça reste une cage, exemple, grandeur régulière, puis qui passe un manier, tu travailles 6 jours par semaine, 9 heures par jour, ben là, c'est sûr que, tu sais, ça peut être un bel outil d'ici à ce que la propreté soit acquise, d'ici que, justement, on élimine la destruction, que ça, bon, ben ça se mange, ça se mange pas. D'ici à ce qu'on ait travaillé l'anxiété de séparation, mais, tu sais, le but, c'est que ça soit un outil qu'on soit capable d'éliminer au fur et à mesure. Fait que, tu sais, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas, tu sais. Oui, définitivement. Mais c'est un bel outil quand c'est bien utilisé, comme je pense dans n'importe... Faut que tout soit bien n'importe quoi peut avoir Exactement. ses forces puis ses désavantages. Là, vraiment, je trouve ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec cette mentalité ou comment prévenir cette situation? Un chien qui mord mérite la mort. Celle-là, je la trouvais le fun à traiter parce que, justement, toutes les deux, on travaille beaucoup en prévention de morsure. C'est un gros débat, je pense, là, c'est au Québec aussi. Ouais, c'est vraiment une belle question, je trouve. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait avec cette mentalité? Ben, un chien qui mord mérite la mort, non. Vraiment pas. Pour toute morsure, il y a des contextes. Il y a des situations, puis il y a des antécédents à prendre en ligne de compte. Il y a aussi des races de chiens à prendre en ligne de compte aussi. C'est sûr que si tu as un chien de protection que tu élèves pour protéger ta maison ou que tu renforces toujours le fait qu'il protège ta maison, puis à un moment donné, il finit par mordre quelqu'un, ben, pose-toi pas de questions pourquoi ça arrive, tu sais. Ouais. Tu sais, un chien qui mord dans un contexte spécifique, exemple, fête d'enfants, les enfants sont énervés, il y en a un qui pile sa patte, le chien snappe l'enfant. C'est un contexte tellement précis. Pourquoi un chien mériterait la mort parce qu'il s'est fait piler sur une patte? Tu sais, comme... Puis je pense qu'il y a une corrélation. Tu sais, moi, ça va vraiment être au niveau... Là. Ça sera même pas nécessairement au niveau de la situation. Ben oui, la situation va quand même jouer, mais moi, ce qui va encore plus jouer au niveau vraiment de la décision, ça va être vraiment...
au niveau du niveau d'intensité de morsure aussi, surtout. Est-ce que le chien, ben oui, c'est ça, il s'est fait piler sa patte, mais là, il a juste pincé, puis t'as même pas de marque. Veste, t'as une marque où ça saigne un peu, où le chien, il te saute dessus, puis il te lâche plus, puis il faut qu'on soit deux à tirer dessus. Puis même, c'est rendu qu'on varge dessus, il arrête plus, ben là, c'est sûr que rendu là, ça dépend aussi, oui, la situation. Là, si tu as juste plié sur une petite patte, puis non plus, mané. Puis là, c'est ça nous prend à 4 pour l'enlever, puis c'est rendu que quasiment tuer la personne, ben c'est plate, mais là, peut-être que oui, je vais opter pour l'euthanasie. Le degré de dangerosité, puis je dirais aussi, ce qui va déterminer, mettons, quand je rencontre un client qui a un chien qui a déjà mordu, ce qui va déterminer si on opte pour replacer l'animal ou pour l'euthanasie, ça va être le niveau de gestion au quotidien qui va être imposé à la personne qui garde le chien. Dans le sens où... La motivation du client aussi. Exactement. Si ton chien, mettons, je sais pas, il a mordu un chien dans la rue parce qu'il fait de la prédation envers les petits chiens, t'as croisé un petit chien, il a ramassé le petit chien puis il l'a pincé. Bon, ben est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait un risque presque zéro du fait qu'il croise d'autres petits chiens puis qu'il n'y ait plus jamais d'incidents comme ça qui se produisent? Ben oui, on peut utiliser les outils. On peut utiliser justement une muselière, un halti pour rediriger. On peut, mettons, monter les clôtures à la maison pour faire en sorte qu'ils ne croisent pas de petits chiens. Si tu n'as pas de petits chiens dans ton environnement, bon, ça peut être gérable. Fait que tout ça, ça fait en sorte que c'est une situation qui est contextuelle et quand même assez gérable au quotidien. Mais un chien qui mord tout ce qu'il croise ou qui mord tout le monde qui passe sur le trottoir quand tu le promènes, ben, le niveau de gestion est vraiment différent, là. Ouais. Fait que, tu sais, la motivation de la personne aussi à gérer ça au quotidien, définitivement. Ouais, la motivation, puis aussi, tu sais, comme aussi le sérieux du propriétaire, puis comment il va prendre ça. Tu sais, il y en a qui vont vraiment prendre ça à la légère. Tu sais, dans le sens que, comme tu l'as mentionné, tu sais, exemple, des fois, moi, quand je fais, exemple, tout ce qui est au niveau de mes évaluations de dangerosité canine, il va y avoir vraiment un facteur qui est au niveau de la responsabilité du propriétaire. Tu sais, des fois, le chien peut avoir mordu une petite affaire au niveau de l'intensité de morsure est un petit peu plus élevée. On s'entend, là, c'est pas une affaire que le chien lâche plus tout ça, mais est un petit peu plus élevée, donc une morsure au sang, vs l'autre qui va avoir juste une marque. Mais si le propriétaire de la morsure au sang, il veut vraiment se responsabiliser, il prend ça au sérieux, pour lui, oui, c'est vraiment problématique, il va tout mettre en place, ce que je vais lui demander d'appliquer, puis qu'au final, justement, le niveau de risque, au final, va être moins élevé, même si le niveau de morsure est une petite affaire plus grande que l'autre, parce qu'il prend ça au sérieux, il veut se responsabiliser, vs lui que la morsure est peut-être moins intense, mais qu'il prend pas ça vraiment au sérieux, il laisse ça aller, il n'y a pas vraiment de motivation. Tu vois que il va laisser ça aller, qu'il ne prendra pas ses responsabilités, qu'il n'est pas prêt à appliquer toutes les techniques, puis les plans de gestion, puis utiliser les outils qu'on va parler, puis qu'on va mettre en place. Bien, c'est sûr que là, au niveau, il y a plus de chances que l'autre, même si la morsure était plus légère, ait de chances de récidive, qu'il arrive un nouvel incident que celui que la morsure était un petit peu plus intense, mais qu'il veut vraiment se responsabiliser. Définitivement. Puis le niveau, mettons, un autre truc à prendre en considération quand tu évalues le chien qui va être dangereux, c'est la qualité de vie du chien. Est-ce qu'il va être toujours pogné entre 4 murs parce que là, il peut plus sortir à l'extérieur parce qu'il a mordu un petit chien, il a mordu un enfant, il a mordu un adulte, il a mordu un ci, il a mordu le facteur, il a mordu le livreur de Purolator. Fait que là, il est tout le temps pogné entre 4 murs, plus de promenade en liberté, tout le temps pogné dans sa cour. C'est-tu une vie pour un animal? Fait que, tu sais, il y a ça aussi que moi, personnellement, je prendrais en considération. Ben oui, c'est important. Parce que la qualité de vie de ton chien, c'est important. T'as pas un chien pour l'enfermer entre 4 murs. Puis plus tu vas l'enfermer, moins tu socialises, plus il va devenir, tu sais, il y a moins de socialisation, plus il va devenir réactif, plus ça va avoir de l'incidence après ça sur... Pour toi, en tant que propriétaire de chien, c'est-tu gérable de faire attention qu'à chaque fois que tu sors de la maison, ton chien, il se pitche pas dehors pour mordre quelqu'un? C'est ça. C'est ça, c'est 4 enfants, jouer. Les autres, ils viennent tout le temps ouvrir la porte, puis le chien, finalement, il finit toujours par réussir, par sortir. À un moment donné, peut-être que là, de leur transférer vers un nouveau propriétaire qui n'a pas d'enfant, définitivement. Il est prêt qui a le plus de temps à mettre, évidemment, qui va prendre ses responsabilités, puis qui connaît peut-être déjà un peu plus cette situation-là, puis est plus à l'aise de travailler avec des chiens, avec ces problématiques-là. Ben, c'est sûr que ça peut être pris en considération aussi, sans nécessairement aller vers l'euthanasie, mais c'est ça, justement, de le localiser vers une autre famille. Un chien qui mord mérite la mort, non, parce que 6 chiens sur mes 11 mériteraient la mort. Parce qu'ils ont déjà mordu.
Ben, je pense que moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est, moi, ma berger, que je suis super douce, je suis zéro stressée de la laisser avec des enfants, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu y sautes dessus, puis tu commences à étirer le poil, puis là, à un moment donné, elle grogne, et puis à l'aise, tu continues à tirer le poil, c'est sûr qu'à un moment donné, elle va le mordre, là. C'est juste que peut-être qu'elle sautera, tu sais, c'est sûr qu'elle sautera pas sur l'enfant, puis le lâcher, mais à un moment donné, elle va le pincer, c'est sûr, là. Puis ça, à un moment donné, il continue, même quand elle le pèse, ben, à un moment donné, elle va le mordre plus fort, puis s'il continue, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, elle va continuer comme moi, c'est sûr que je suis zéro agressive, puis je pense que, tu sais, j'irai pas en prison, là. Je mérite pas d'aller en prison, mais si tu me lâches pas, puis à un moment donné, je me sens vraiment menacée, attaquée, ben je vais me défendre, puis à un moment donné, ça se peut que j'aille jusqu'à, comme, quasiment tuer la personne, parce qu'à un moment donné, je me sens tellement menacée puis attaquée que j'ai peur pour ma vie, que je sens le besoin de me défendre, là. Je veux dire, est-ce que je mérite pour autant de mourir, de mourir ou d'aller en prison si je me suis juste défendue par légitime défense, justement? Ben, exactement. Il y a toujours, c'est ça, un contexte, puis vraiment puis au niveau de la qui rentrent en ligne de compte. Il y a au niveau de la proactivité de la morsure aussi. Est-ce que le chien tombe directement en mode morsure ou en mode attaque, ou il a tendance à vouloir se retirer de la situation avant de tomber en mode offensif? Ça aussi, ça joue pour beaucoup, dans le sens qu'un chien qui est proactif sur sa morsure, ça comporte un niveau de risque beaucoup plus élevé. Fait que, tu sais, mais tu sais, c'est pas parce qu'un chien est mort que c'est pas gérable. Tu sais, comme je disais, j'en ai 6 à la maison qui ont déjà des antécédents de morsure. Puis il n'est pas réarrivé d'incident. Non, parce que je gère mon environnement. Quand je rentre du monde nouveau à la maison, je les introduis progressivement, tranquillement, pas vite, un chien à la fois. Parce que je le sais que c'est des chiens qui sont sociaux, c'est juste le contexte qui n'était pas adapté, la dépense énergétique dans leur ancienne famille qui n'était pas adaptée, puis la gestion d'environnement qui n'était pas adaptée. Fait que non, un chien qui mord ne mérite pas la mort, mais ça dépend d'un paquet de contextes, à savoir si le propriétaire est assez responsable, puis désire offrir une assez bonne gestion à son chien pour lui éviter de nouvelles situations capable de combler problématiques. ses besoins. Comme on l'a dit, l'intensité de la morsure, donc le niveau de morsure va jouer beaucoup, le contexte, la raison. Exactement. C'est important pour chaque propriétaire de chien de se responsabiliser, puis c'est pas parce que ça fait 6 mois que ton chien a mordu, puis que là, présentement, ça va bien, qu'à chaque fois que tu lui présentes quelqu'un, maintenant, tu peux lui enlever sa muselière. Ouais. Si ton protocole marche bien, reste comme ça. Reste comme ça. Quand je replace des chiens réactifs, moi, ça me trouble toujours de voir à quel point, puis tu sais, je veux pas pointer personne du doigt zéro, c'est vraiment pas ça le but, mais des fois, mettons, tu mets un protocole en place qui marche super bien pour l'accueil des invités, puis ça fait longtemps que ça marche vraiment bien, puis à un moment donné, la personne se déresponsabilise complètement, puis fait « Bon, ben c'est correct, mon chien est chill maintenant. J'y présente des gens avec sa muselière, puis il n'y a plus de réaction. » Mais justement, ton outil de gestion, il est là, dans sa face. C'est aussi pour ça qu'il ne mord pas, parce que il sait c'est quoi qui s'en vient exactement. La prévisibilité est là. Fait que quand tu lui présentes quelqu'un, tu as tout le temps étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. À l'étape 6, tu enlèves la muselière. Ton chien, ça le sécurise d'être dans la prédictibilité. Fait que responsabilise-toi. Toujours adopter la même méthode pour introduire ton chien à des nouvelles personnes, puis tu n'en auras plus de problème. Pour vrai. Moi, c'est même que je vois ça. Ben oui. Mais c'est ça. Non, un chien qui mord ne mérite pas la mort. Il y a toujours des contextes. Après ça, il y a quelques cas que c'est ça. Ben, ils ne méritent pas la mort pareil, mais c'est sûr qu'à un moment donné, moi, c'est toujours ce que je dis à mes clients. Je suis intervenante en comportement canin. J'aime les chiens. Oui, je les adore, mais c'est sûr qu'ils ne passeront jamais devant les humains puis la sécurité. Puis moi, en tout cas, c'est sûr, ça varie. Puis on a chacun, tu sais, nos missions à travers. Puis ça ne veut pas dire que parce qu'on est intervenant qu'on doit tout avoir cette mission-là. Mais moi, ma mission première, c'est vraiment la sécurité du public. Donc, c'est sûr que je vais toujours prioriser, évidemment, la sécurité, évidemment, des gens. Surtout, exemple, dans des cas de, justement, exemple, contact, cohabitation, enfant, chien. Oui. Même chose pour, tu sais, juste humain, chien. Donc, c'est sûr que dans certains cas, ça peut m'être déjà arrivé de recommander l'euthanasie, mais c'est dans des cas vraiment spécifiques et vraiment intenses. Là, en réhabilitation, j'ai déjà fait euthanasier un chien parce qu'il mordait systématiquement chaque personne qui croisait, puis je sentais pas que les gens étaient capables, que les gens... Tu sais, j'avais même pas de personne potentielle en tête pour le placer parce que ça aurait été bien trop de gestion. Même moi, je me sentais pas capable de gérer ça au quotidien. Puis j'en gère un paquet de patentes au quotidien, de problèmes de comportement puis de chiens qui mordent. Fait que si y a tu te sens pas capable de gérer ça, tu sais, toi, personnellement, en tant qu'intervenante, moi, tu te dis, moi, je gérerais pas ça au quotidien. C'est sûr qu'à ce moment-là, l'euthanasie, ça devient une option. Il ne mérite pas de mourir, mais en même temps, si sa qualité de vie est vraiment être nulle,
puis que la gestion au quotidien, ça demande un effort incommensurable. Puis que le chien, comme tu l'as dit, il n'y a pas de prévisibilité dans le sens que comme il est vraiment plus en réactivité qu'au début d'essayer de fuir ou quoi que ce soit, ben là, c'est dur de pouvoir prévoir, parce que là, on voit pas aucun signe. L'animal, c'est vraiment... Exactement. Tu vois pas comme de pattern dans sa réactivité. Puis que, tu sais, les états de morsure au niveau de la morsure sont intenses aussi. Que là, tu dis, il n'y a pas de pardon. C'est pas il va mordre, pour pire, il va juste comme... Ben, il n'y a pas de juste, on s'entend, c'est quand même une morsure, mais il va juste comme à côté des dents ou pincer. Tu sais, quand c'est vraiment rendu intense, que tu dis, si ça l'arrive... C'est un trou, puis c'est l'hôpital. Ouais, puis c'est vraiment à risque, ou même ça peut aller dans plus loin, jusqu'à quasiment, on l'a déjà vu, là, en France, ils ont déjà eu un décès, d'une femme enceinte sur... il y en a eu quelques-uns, des cas au Québec. Là, même là, au Canada, il y en a un récemment qui a eu, là, je pourrais plus dire exactement où, mais ça fait même pas 2-3 mois sur un jeune enfant. Donc, vraiment un bébé quasiment naissant. Je veux dire, là, après ça, je connais pas le contexte, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Mais c'est sûr que des fois, il suffit pas d'une grosse morsure, surtout sur des jeunes enfants, pour que ça ait vraiment des grosses conséquences. Définitivement. Si un chien dévisage un enfant, puis que tu as un enfant à la maison, puis que c'est ton enfant, ça va vraiment être difficile à gérer. Là. Ouais. Il mérite pas de mourir, mais ça reste quand même que c'est l'option qui est la plus considérable. Ouais. C'est jamais un choix qu'on prend par plaisir. Puis moi, souvent, je vais leur dire, va voir d'autres intervenants aussi, parce que ça veut pas dire que moi, par exemple, je recommanderais ça, que c'est nécessairement tout le cas. Fait que j'aime mieux que la personne va aller chercher plusieurs avis avant, juste pour s'assurer qu'on a toutes la même conclusion. Parce que on voit pas les choses justement de la même manière. Puis peut-être qu'il y a d'autres outils qu'un autre intervenant pourrait appliquer. Puis peut-être qu'il y a une solution. Puis il y en a tout le temps. Là, on peut toujours pratiquement tout réhabiliter, mais c'est ça. Est-ce que le rendu là, le niveau de risque est comme plus élevé? Puis comme je dis, si à un moment donné, tu peux pas prendre cette chance-là parce que c'est vraiment... Il peut arriver vraiment un événement intense. Bien là, c'est sûr que là, dans ce temps-là, on va y aller vers cette solution-là. Ouais, exactement. Mais il y a quand même certains refuges, là, on parle pas ici vraiment, en tout cas en Abitibi, là. Mais il y en a certains pas qui travaillent ça vraiment. Pas en Abitibi, mais au Québec, je sais que tu un ou deux qui travaillent spécialisent vers les chiens vraiment plus intenses. Ouais. Ça serait de voir, il y a toujours moyen, des fois, est-ce qu'un refuge ou un organisme qui fait que ça voudrait le prendre, puis là, eux qui sont vraiment, tu sais... Mais tu sais, point de vue, mettons... spécialisé, puis le garder, puis que le chien ait quand même une belle qualité de vie. Mais en même temps, c'est pas fin ce que je veux dire, puis je suis désolée s'il y a des gens qui sont offusqués de ça, mais quand t'as un chien qui est mordeur, quand t'as un chien qui a déjà mordu, quelquefois, c'est que ta gestion était déficiente, c'est que ton éducation à la base devait être déficiente aussi, puis que ta génétique de ton chien devait être déficiente. Puis ce que tu fais dans ce temps-là, en replaçant ton chien qui a un niveau de dangerosité élevé, tu swing le problème à quelqu'un d'autre. Est-ce que la personne va être en mesure à 100% de gérer ça? Est-ce que tu fais confiance? Parce que souvent, ce que je vais dire aux gens, mettons, qui m'appellent parce que leur chien a mordu, est-ce que tu te sentirais à l'aise de chipper ton problème dans le cours de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu fais confiance à 100% à la personne à qui tu vas donner ton chien pour qu'il gère presque à risque zéro la situation que toi, tu n'as pas été capable de gérer? Fait que réfléchis-y aussi avant de donner ton chien à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu te sens à l'aise de donner ton chien à quelqu'un qui va devoir gérer ce que toi, tu ne te considères pas capable de gérer? Fait que faut y penser aussi. Ouais. Parce que quand tu swings ton chien à quelqu'un d'autre, c'est l'autre personne qui est pognée avec le problème. Bref. Ouais. Tout ça pour dire ça. Après ça, je pense que tous les êtres vivants, là, on parle de chiens, c'est général parce que c'est là-dessus, mais tous les êtres vivants, à un moment donné, peuvent être à risque, là, dans le sens que... Ben, c'est ça. Tout peut mordre, là. Un chat peut mordre, là. Le chat, ouais, c'est ça. Le cheval aussi, il peut ruer. Puis, il y a juste le poisson qui mord des chevaux, j'en ai à la maison, puis je fais toujours quand même attention, puis je les respecte parce que même s'il n'est pas dangereux, mané, s'il se sent coincé, ou des fois, il peut être juste content, faire des ruades dans le champ, mais si je me tiens à côté, puis que lui, il voulait juste ruer à côté, puis il me pogne la face, ben je pourrais mourir d'être là. Je veux dire, mané, je pense que toujours, c'est ça, comme tu l'as dit, il y a toujours aussi des facteurs, puis c'est plate à dire, mais oui, il y a beaucoup de cas de morsure
comme moi, je dis toujours à mes clients, la plupart, quasiment 70 à 90 des morsures pourraient être évitées si justement on respecterait mieux l'animal, on aurait une meilleure compréhension du langage canin, on viendrait à justement faire une bonne socialisation, prendre un chien de bon élevage, qui a une bonne génétique. Il y a tellement... Une bonne gestion de ton environnement. Les législations au Québec sont trop primitives, on peut pas amener nos chiens nulle part, ça vient causer des problèmes de socialisation. Fait que, il y a tellement de facteurs que souvent, des facteurs humains qui font qu'on vient comme... On est la cause principale, en fait, du problème. Des problèmes de morsure au Québec. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. On met ça, ça faute au chien, mais... Ouais. Ou du propriétaire. Oui, le propriétaire a une bonne responsabilité aussi, mais comme je dis, il n'y a pas juste le propriétaire. C'est ça, il y a l'éleveur, les professionnels du milieu, les législations au Québec. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que... Il faudrait vraiment axer, moi, ce que je dis, au cœur du problème pour vraiment avoir une amélioration en général sur le taux de morsure au Québec. Puis ça, tant que ça ne sera pas corrigé, on n'ira pas dans vraiment, c'est ça, au cœur du problème à chaque petit facteur. On n'aura jamais vraiment d'amélioration. On va courir comme des poules pas de tête à juste essayer de les gérer, mais on va toujours rester avec cette problématique-là. Cool. Fait que là, on en a quelques-unes en rafale. On va essayer de faire ça vite, là. Chien qui aboie toujours sur les voitures et les gens. Quoi faire? Oh my God. Moi, les jappements, comme on a dit, on va en parler un petit peu. Peut-être que dans les épisodes futurs, on va en consacrer juste un parce que les jappements, c'est tellement spécifique à une situation. Est-ce que le chien jappe parce qu'il est surexcité? Est-ce qu'il jappe parce que, mettons, il s'ennuie? Est-ce qu'il jappe parce que, justement, il y a des manquements au niveau de la dépense qui fait qu'il tombe hyper surstimulé, exemple, justement, face à la voiture dans ce cas-là, puis que là, il arrive plus à gérer? Est-ce qu'il jappe parce qu'il a peur? Est-ce qu'il jappe, tu sais... Est-ce que l'endroit où tu promènes ton chien, où tu attaches ton chien, est adapté à ton chien? Est-ce que c'est, par exemple, dans ta cour en arrière où il ne voit pas beaucoup de voitures puis il ne voit pas beaucoup de gens, ou c'est attaché en avant où il est toujours en contact avec les gens puis toujours en contact avec les chiens, qui est un stimuli qui est comme clairement vraiment trop intense pour lui? Surtout s'il n'est pas travaillé, c'est ça. S'il n'est pas travaillé, il ne peut jamais voir à moitié de gens. Puis ses besoins sociaux ne sont pas comblés au niveau des autres chiens. C'est sûr que le mec qui envoie, il va être comptable, il va être frustré de ne pas pouvoir aller voir, fait qu'il va japper. Ouais, mais tu sais, si son besoin social, il est comblé, tu lui fais voir souvent des chiens, souvent des gens. D'exercice. Il sait quoi faire dans la situation, que quand il est attaché, exemple, il sait qu'exemple, tu lui as appris que quand il y a des gens, c'est payant de ne pas japper ou c'est payant de rester calme, puis qu'on l'a pratiqué progressivement. Tu sais, il y a tout vraiment un travail à travers ça de... Tout commence par la base. Un chien qui n'est pas dépensé physiquement, donc qui n'a pas de dépenses physiques à tous les jours, puis qui n'a pas de dépenses mentales à tous les jours, c'est un chien qui va avoir des problèmes de comportement, puis souvent qui va commencer par vocaliser. Oui, ben oui. Fait que, c'est ça. Réviser son environnement de promenade ou son environnement où ton chien est attaché, puis offrir une dépense physique et mentale suffisante à ton animal pour faire en sorte que les problèmes de comportement ne se développent pas. Puis il y a toujours un degré, parce que là, s'il jappe, mais il est attaché derrière la cour, puis il voit jamais personne, puis tu lui donnes aucun enrichissement, aucune stimulation. Il va japper après le vent. Peut-être qu'il fait des jappements d'ennui, parce qu'il s'emmerde, puis il n'y a rien à foutre sauf faire ça. Là, à un moment donné, c'est ça, il faut vraiment savoir, comme on l'a dit dans nos épisodes antécédents, d'où provient le comportement, parce qu'il n'y aura jamais la même technique qu'on va utiliser. Justement, je n'utiliserai pas la même technique si c'est des jappements d'ennui que si c'est des jappements de surexcitation, ou si c'est des jappements par manquement, ou des jappements de peur, ou des jappements de surexcitation, ou de demande d'attention. Ouais. Si ton chien, il sait qu'à chaque fois qu'il jappe, tu sors dehors, puis tu vas il le flatter, peut-être que maintenant, il jappe juste parce qu'il sait là, que... Oh, je tu vas lui donner de l'attention. Fait que des jappements de demande, puis si tu renforces ça sans t'en rendre compte, c'est sûr qu'à un moment donné, lui, il va y aller avec ce qui a été renforcé puis ce qui est payant, puis il permet d'obtenir aussi. Il y a toujours tellement de lignes à prendre en compte. Là. Bon, on va en prendre une dernière parce que là, ça va vite. Là. Puis, la dernière peut être vraiment le fun. Là. Croquettes ou alimentation fraîche pour son chien, qu'est-ce qui est vraiment mieux? Quels sont les critères essentiels à prendre en compte et des références fiables à partager? Fait que références fiables à partager, je vais les envoyer, on les enverra dans le caption là, de la vidéo. Là. Bonne idée. Croquettes ou alimentation fraîche, je te dirais le plus naturel et le moins transformé possible. Donc, définitivement, une alimentation fraîche, de bonne qualité, avec une bonne provenance des ingrédients, une bonne provenance des protéines, un bon apport au niveau des protéines, une bonne régulation au niveau de ton pourcentage de viande, d'organes et d'os. Au niveau de l'alimentation fraîche, définitivement, ça fait une giga différence au niveau
de la santé générale de ton chien. Les cacas sont plus petits, le poil est plus beau, la peau est plus belle, les yeux sont plus brillants. On élimine souvent vraiment les problèmes genre intestinaux, d'allergie, les problèmes d'infection au niveau des oreilles, au niveau de la peau, etc. Ouais. Ton chien a vraiment plus de vitalité, il est plus allumé, plus en mode apprentissage. Puis je dirais le moins de glucides possible dans l'alimentation parce que le chien, quand il digère les glucides, ça se transforme en sucre dans son système. Fait que souvent, ça fait un gros boost d'énergie quand ton chien vient vraiment comme digérer les glucides. Fait que ça fait un boost, mais après ça, c'est quoi que ça fait un boost? Ça descend graduellement. Fait que souvent, ton chien va avoir un méga boost d'énergie quand il va être en phase de digestion active. Puis après ça, tranquillement, pas vite, son énergie va diminuer au niveau de la journée. Fait que là, on peut remarquer un chien qui est plus apathique, un chien qui a de la misère avec son équilibre intestinal, un chien qui se sent moche, un chien qui est bougon. Puis tu sais, si tu observes bien ton animal, tu te rends compte de c'est quoi qui fonctionne pour lui puis c'est quoi qui fonctionne pas pour lui. Si ton chien a toujours été nourri aux croquettes, qui est rendu à 13 ans, change pas pour une alimentation crue parce que tu vas lui faire une pancréatite, c'est garanti. Tu sais... Comme quoi, il y a du bon dans tout, il y a du bon dans tout, puis du mauvais dans tout. Je te dirais une diète rotative, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ben oui. Même au niveau des croquettes, si tu es capable de prendre une protéine différente tous les mois pour que ton chien ne développe pas d'intolérance puis qu'il ne développe pas justement une sensibilité au niveau de certains ingrédients, nourriture sans grains ou avec grains, moi, personnellement, encore une fois, diète rotative. Fait un mois grains, un mois pas de grains, un mois avec grains, un mois pas de grains. Puis, justement, un taux de glucides qui est quand même assez bas pour permettre à ton chien d'avoir une belle énergie tout au long de la journée, pourcentage de protéines élevé. Puis, lisez sur Internet. Beaucoup. Vous allez vous rendre compte beaucoup qu'il y a plusieurs ingrédients qui ne sont pas nécessairement bons pour les chiens, qui sont contenus dans la nourriture, qu'on retrouve en épicerie, qu'on retrouve même en animalerie énormément. Maïs, soya, blé, patates douces. Pas nécessairement excellent pour les chiens. Mais ça, vraiment... À petit degré, on s'entend, mais c'est sûr qu'à un moment donné, s'il y a ça tout le temps, puis en grosse quantité, c'est ça. Je donne souvent l'exemple... par rapport à l'alimentation, puis pour comme prouver mon point sur la diète rotative, que moi, j'adore la poutine, OK? Je suis vraiment une grande fan de poutine. Je peux en manger 2 fois par semaine, des fois 3 fois par semaine. Mais est-ce que j'en mangerais 3 fois par jour pendant 25 ans de ma vie? Non. Définitivement pas. J'aurais des carences alimentaires, j'aurais de la misère à digérer, je serais grosse, déjà en partant. J'aurais vraiment un bon surplus de poids. Probablement qu'il se passerait un paquet de choses dans mon corps que je veux pas qu'il se passe. Fait que c'est un peu le même principe que pour nous. Nourrir le plus frais possible, le plus naturel possible, le moins transformé possible. Ben oui. La règle s'applique pour tous les êtres vivants, finalement. Fait que, tu sais, c'est ça. Le plus de diversité possible. C'est ça j'allais dire. T'sais, moi, je pense que tout est une question vraiment d'équilibre et de diversité. Là, moi, exemple, je pense à ma mère, elle a tout le temps nourri mes chiens. J'avais comme des chiens croisés là, quand j'étais plus jeune. Puis ils ont vécu jusqu'à 16 ans, mais elle a tout le temps nourri avec la croquette no-name là, de l'épicerie la plus cheap possible. Mais il y avait des restants de table. Il y avait tous les restants de table puis tout ça. Fait que, puis il était en liberté toujours. Il pouvait chasser, que ce soit des petits souris, même des fois des animaux... sauvages, etc. Fait que, tu sais, ils allaient chercher leur rapport, tu sais, en ce qui manquait ailleurs. Fait qu'au final, tu sais, même s'ils étaient nourris avec la croquette bas de gamme, bourrée sûrement de glucides, puis de cossins, puis de maïs, puis de blé, puis tout, bien, ça reste que ils allaient chercher le reste ailleurs. Fait qu'il y avait une bonne diversité. Fait que tout est question, je pense, d'équilibre puis de diversifier. Fait qu'au final, ben, c'était mieux quand même que peut-être le chien qui est toujours nourri avec apparemment la croquette la meilleure de l'animalerie, que tu paierais 200$ la poche, mais que tu donnes juste ça tout le temps, puis justement toujours la même protéine, les mêmes affaires, à un moment donné, toute sa vie. C'est sûr qu'il va développer des carences. Je pense pas qu'il y ait aucune croquette ou aucune même viande crue que tu vas acheter, que si tu rajoutes pas certains suppléments ou que tu diversifies pas, qui est vraiment complète à 100%. Ça peut être complète, mais complète à 100%, je ne crois pas. Là. Je pense pas non plus, puis c'est ça. C'est comme moi, ça a bien beau être full bon, je peux survivre juste en mangeant, exemple, je sais pas, là, du melon d'eau, puis quelques légumes, mais tu sais, puis du poisson, mais si je mange tout le temps juste légumes, poisson, à un moment donné, c'est sûr qu'il va manquer de quelque chose. Il va manquer de quoi dans ton corps? Même si ça serait super bon, là, tu sais. Ouais. Le poisson aussi, faire attention à la provenance, parce que c'est sûr que le poisson, on sait qu'il y a beaucoup de taux poisson de d'élevage. Ouais, poisson d'élevage, souvent, c'est... Fait que, tu sais, souvent, ils vont dire, oh, donne la protéine de poisson, tu sais, le poil va devenir super beau, etc., mais faire attention à la provenance, puis à quel type de la poisson. La provenance de tes protéines. Quel type de poisson aussi. Oui. Sardine, c'est l'idéal. Plus tu vas petit dans la chaîne,
Parce que le petit qui mange plus gros, là, quand tu vas au thon, pis ces choses-là, ben, il mange les sardines mensuelles que tous eux autres, à un moment donné. Fait que, sont bourrés de mercure. Fait que l'idéal, c'est de faire attention à ça aussi. Oui, vraiment. Mais ça, clairement, on va y revenir. Là. On va y revenir. Je veux vraiment qu'on ait un épisode pour ça. On pourrait en parler un complet, là, évidemment. Oui, vraiment. Hey, c'est tout le temps qu'on avait. Ça a tellement passé. Et puis on incroyable. Merci encore à tous ceux qui nous avaient envoyé des questions. Il y en avait vraiment beaucoup. Puis pour on est tellement là. Comme Doom, elle avait dit, sont toutes vraiment super pertinentes, sont toutes super intéressantes, mais on pourrait toutes les aborder pendant minimum 1 heure chaque. Si vous avez comme vraiment des questions que vous aimeriez qu'on réponde, vous pouvez nous écrire personnellement sur notre page Jessica Gagnon, intervenante en comportement canin, puis moi, c'est l'équipe Madame Chien. Puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si vous voulez, évidemment, plus de questions ou quoi que ce soit, évidemment, vous pouvez faire affaire avec nous. Il n'y a pas de problème aussi. On est là pour ça. Puis, on voulait vraiment remercier justement tout le monde qui ont pris vraiment le temps de nous écrire une question. C'est super apprécié, qui ont participé aussi. Ouais. Merci encore à la boutique Animaux, etc. d'Amos, qui nous a vraiment remis un beau cadeau. Oui, j'ai vraiment hâte que tu vois le paquet cadeau. Pour vrai, il est trop nice. Jalouse. Après moi, je vais dire, oh, pourquoi j'ai voulu? Non, mais à tous mes amis, j'étais comme, c'est le temps, là, allez-y, là, parce que je savais que ça serait vraiment un beau panier cadeau. Puis c'est vraiment intéressant, on s'entend. Oui, définitivement. Il y a vraiment une belle variété dedans. Bref, j'ai vraiment hâte de te montrer ça. Fait que, ben là, merci d'avoir été là. Puis on se retrouve pour un prochain épisode de On en parle en chien. À bientôt!